Salut à tous, aujourd'hui on va résumer Remote, un livre de Jason Fried sur le télétravail. Donc Jason Fried, c'est un auteur et surtout un entrepreneur qui a écrit le livre Rework, qui propose des méthodes alternatives de travail que j'ai résumé ici sur 99 livres. Je vous invite à écouter ce résumé également. Donc il est fondateur de 37 Signals, qui est une startup assez connue dans le monde de la Silicon Valley et qui a la particularité d'avoir grandi, d'avoir fait sa croissance avec beaucoup de télétravail, de travailleurs à distance. Et c'est quelque chose d'assez original, c'est pas quelque chose de tout à fait courant, puisque la norme, l'idéal général, dans ce monde-là, en particulier le monde des startups de la Silicon Valley, bah, c'est la concentration et c'est justement de rester là-bas. Et, euh, et voilà, d'utiliser la force d'un lieu où il y a tous les meilleurs codeurs, ingénieurs, etc. Ce qu'il dit pourtant, Jason Fried, c'est que ça, c'est un problème, mais que c'est pas quelque chose qui va durer éternellement et qu'on peut très bien créer une très bonne boîte sans avoir de locaux, ou en ayant en tout cas beaucoup d'employés qui ne travaillent pas dans le même endroit. Et il développe un peu ses idées dans le livre et il justifie cette approche-là, alternative. La première chose qu'il dit, c'est que la plupart des gens, quand on leur demande où est-ce qu'ils vont pour être productifs, c'est extrêmement rare qu'ils répondent au bureau, je vais au bureau. Et quand ils disent pour travailler bien et efficacement, je vais au bureau, en général, ils vont dire j'y vais le matin très tôt quand il n'y a personne, ou alors soit le soir très tard quand tout le monde est déjà parti. Et c'est assez paradoxal puisque le bureau, c'est par définition l'endroit où on est censé travailler. Pourquoi est-ce que c'est un lieu qui est aussi peu efficace et qui nous fait perdre beaucoup de productivité? Quand les gens ont vraiment des choses à faire, quand on a vraiment une urgence, un truc qu'on doit rendre là pour le lendemain, et qu'on peut choisir le lieu où on va travailler pour le faire, mais en général, les lieux qu'on va choisir sont différents. Ça va être peut-être chez nous, ça va être dans un café en particulier, peut-être un coworking, peu importe, ou un parc. On va aller dans un endroit où on sait qu'on va pas être dérangé, c'est-à-dire autre chose que notre bureau. Et il y a énormément d'avantages qu'on peut avoir de cette manière en choisissant le télétravail. Pourtant, c'est pas le choix que font les entreprises en général. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas encore? D'après Jason Fried, c'est simplement parce que la technologie ne le permet pas depuis longtemps. On a aujourd'hui, avec la vidéo, avec différents outils de réunion, de screencast, de partage d'écran, et puis bien sûr les bonnes connexions internet, la 4G, la 5G bientôt, et puis la fibre, on peut beaucoup plus facilement travailler à distance et échanger du travail de manière directe et de manière fidèle, grâce à la vidéo, grâce à internet. Et ça met du temps, il y a un temps de latence parce que ça change complètement notre mode de travail. C'est une manière complètement différente de s'organiser et il faudra un peu de temps avant que la plupart des boîtes comprennent qu'on peut qu'on peut laisser cette liberté en fait à la plupart des employés. Ce que dit en fait Jason Fried, c'est que c'est un mouvement qui est selon lui inéluctable parce que le bureau, le lieu de travail est une usine à interruption avant tout. Vous y allez pour qu'on vous dise, qu'on vous donne de nouvelles tâches à faire au milieu de la journée, qu'on observe ce que vous faites et qu'on vous critique, pour avoir des rendez-vous inattendus, voilà, tout le monde doit prendre sa pause en même temps. Bref, vous n'avez pas le temps d'être productif pendant de longues périodes de temps, et ni d'être créatif d'ailleurs. Je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, le résumé de Deep Work que j'ai fait, mais c'est aussi une question de créativité. Vous avez besoin de au moins 4-5 heures parfois pour vraiment avoir de bonnes idées, vraiment avancer dans un projet. Et ça, c'est difficile dans un bureau. En fait, ce que dit l'auteur, c'est que quelque chose d'extrêmement bien, extrêmement efficace en matière de productivité, pour limiter les interruptions, c'est la communication asynchrone. La communication asynchrone, c'est quand l'émission et la réception ne se font pas au même moment, quand vous n'êtes pas obligé de répondre directement. Donc si je vous appelle au téléphone, c'est de la communication synchrone. On est sur la même échelle de temps. Alors que si vous m'envoyez un message que je réponds quand je veux, c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que j'ai pas du tout besoin de m'interrompre. Donc pour ça, il faut désactiver les notifications et privilégier ce type de communication, ce qui est beaucoup plus facile quand on est en télétravail. Parce que dans le bureau,
évidemment les gens viennent vous voir directement ou vont attendre de vous que vous répondiez rapidement, parce qu'ils voient que vous êtes plus ou moins occupé ou disponible. Et ce que dit en fait l'auteur, c'est que on se fait une image un peu folle du télétravail, on se dit que c'est impossible, etc. Mais la vérité, c'est qu'on le fait déjà, notamment pour la communication. Souvent, dans les bureaux, les gens vont préférer faire comme s'ils étaient à des milliers de kilomètres de distance. C'est-à-dire qu'ils vont s'envoyer des mails plutôt que de s'interrompre. C'est très courant dans un bureau, quand on est à 5 mètres de distance, de s'envoyer un mail plutôt que de se parler. Et la raison de ça, c'est que les gens, en fait, préfèrent largement ça, globalement. Surtout les gens qui font vraiment quelque chose et qui sont productifs. Et c'est absurde. Pourquoi être tous dans le même endroit qu'on n'a pas forcément choisi, qui nous demande peut-être des heures de transport en commun, quand au final on fait comme si on était à distance. Ce que dit aussi l'auteur, c'est que cette manière de travailler, le télétravail, on l'utilise tous déjà dans toutes nos entreprises. Vous avez peut-être un comptable, un avocat, qui fait des choses très importantes pour vous, et avec qui la confiance est très nécessaire. Et pourtant, vous n'avez pas besoin qu'il soit dans vos locaux, qu'il travaille avec vous directement. Vous pouvez, c'est même mieux de le laisser travailler à distance dans ses bureaux à lui. Une autre plaie du travail en bureau en général, c'est les meetings, les rendez-vous. Ce que dit l'auteur, c'est qu'un meeting d'1 heure, en vérité, ça représente 5 heures. 5 heures d'interruption, 5 heures de perte en création. Parce qu'il faut du temps pour se remettre dans le bain, parce que vous avez peut-être eu plein d'idées, plein de projets que vous n'allez pas forcément appliquer, et parce que voilà, vous avez interrompu votre rythme de travail et de création. Donc, il faut se méfier de ces meetings et de ces réunions, mais bon, ça vous le savez sûrement déjà, si vous vous intéressez à cette littérature. Ensuite, l'auteur parle du nouveau rapport qu'on a en fait au télétravail et au travail à distance aujourd'hui, qui commence à être de plus en plus démocratisé et normalisé. C'est qu'en fait le télétravail, la liberté, le confort dans le travail, c'est le nouveau luxe. Autrefois, on pouvait être fier d'aller au travail avec une belle voiture, d'avoir un grand bureau, d'avoir un beau costard cravate. C'était la vanité d'autrefois dans le travail, dans la réussite professionnelle. Aujourd'hui, la nouvelle vanité, la nouvelle fierté, c'est pas ça. C'est de même pas avoir besoin de voiture pour aller au travail, c'est de pas avoir de bureau mais de travailler chez soi, c'est de pas avoir de costard mais de pouvoir travailler en pyjama, et avoir cette liberté, ce confort-là. On est fier de ça aujourd'hui. C'est ça qui va créer de l'envie. Ça devient petit à petit la nouvelle norme en fait, le nouvel idéal. Et pas d'avoir un costard cravate, puisque ça devient synonyme d'une forme d'esclavage en fait moderne. Et donc la nouvelle liberté, c'est le nouveau luxe, pardon, c'est de la liberté et le confort. Et c'est de là que vient une démonopolisation actuelle des lieux des startups par exemple, des entreprises technologiques, mais aussi du monde de la création et de l'art, par exemple d'Hollywood. Et selon l'auteur, de plus le temps va passer, et plus il y aura de grands films réalisés ailleurs qu'à Hollywood, et plus il y aura de grandes entreprises réalisées ailleurs que dans la Silicon Valley. Et donc l'auteur dit ça, que les gens comprennent ça, ils sont conscients de ça. Il est même prouvé par plusieurs études qu'il y a une très forte corrélation entre les transports quotidiens, que ce soit en voiture ou dans le métro, etc., et une mauvaise santé mentale ou physique. Donc les gens prennent conscience de ça, que ce n'est pas bon pour eux de passer leur temps dans les transports pour travailler dans un endroit précis, et que ça les rend pas forcément plus productifs. Et en fait, ce que dit l'auteur, c'est que même s'il y a un mouvement dans certaines boîtes comme Google de proposer des bureaux de plus en plus agréables avec plein de salles de jeu, de grands fauteuils très confortables, etc. Finalement, c'est des moyens, ces outils pour vous rendre plus confortable dans votre lieu de travail, ça reste des moyens pour vous éloigner de votre ville, de vos amis, peut-être même de votre famille, et vous faire passer plus de temps au travail. Donc c'est un faux luxe et c'est pas vraiment ce que recherchent les gens. Et donc le nouveau luxe, le nouveau confort du travail aujourd'hui,
c'est par exemple Accenture, dont la moitié des employés travaillent à distance, et qui finance pour eux des sièges ergonomiques. Des sièges parfaits pour pouvoir travailler sans souffrir quand on travaille de chez soi. Parce qu'en fait, ce que dit Jason Fried, c'est que dans le télétravail, il y a un risque, c'est de pas trop prendre soin de son environnement de travail, de se lever le matin, de travailler dans son lit, de pas s'habiller pour travailler, et donc on peut ne pas prendre soin en fait de soi-même et un peu se laisser aller. Et pour éviter en fait des problèmes spécifiques au télétravail, en termes de santé, Accenture achète pour les employés des sièges ergonomiques. Et c'est important en fait si vous avez une boîte et que vous voulez faciliter la possibilité pour les gens de faire du télétravail, c'est important de vous intéresser à leur confort, même chez eux, même en dehors de vos locaux. Ensuite, Jason Fried parle de la question de la surveillance dans le télétravail. Parce que si les gens travaillent loin de chez vous, loin de vous, de vos locaux, et que vous les employez, effectivement, ils pourraient moins travailler. Ils pourraient faire des choses qui ne vous satisfont pas, et que vous ne pouvez pas surveiller. Ce que dit l'auteur, c'est que si vous avez un problème de confiance avec vos employés quand ils travaillent à distance, ce n'est pas un problème avec la distance, ce n'est pas un problème avec le télétravail. Vous avez en fait un problème de recrutement. Vous ne devriez pas recruter des gens auxquels vous ne pouvez pas faire confiance. Alors, avoir une première phase où vous travaillez avec eux de manière physique dans le même endroit, ça peut aider, avant de leur faire confiance et de leur permettre de faire du télétravail, mais ça ne devrait pas être un problème dans votre productivité générale de votre entreprise. Vous ne devriez pas avoir besoin de surveiller les gens. Et si s'il y a besoin de surveillance dans le télétravail, c'est pas une surveillance pour vérifier que les gens ne font pas rien, mais pour vérifier qu'ils ne surtravaillent pas. Le problème dans le télétravail, c'est pas l'oisiveté, c'est les gens qui travaillent trop. Parce qu'il n'y a plus de limite, parce qu'il n'y a plus de différence entre la vie perso et la vie professionnelle, les gens peuvent faire beaucoup trop d'horaires de travail. Et c'est important de s'assurer qu'ils soient cadrés, s'assurer qu'ils soient là pour le long terme et qu'ils sont endurants, plutôt que de les laisser travailler au maximum en télétravail. Il faut viser la durabilité et pas les employés qui vont trop en faire dès le début. C'est ça que vous devriez surveiller, et si vous vous retrouvez à surveiller l'inverse, c'est pas un problème de télétravail, c'est un problème de recrutement. L'avantage en fait du télétravail, c'est que vous avez une clarté sur le résultat, sur ce que font les gens. Et donc les managers, les gens qui gèrent le travail des gens, ils ne peuvent plus juger la présence et l'effort apparent des gens. Ils ne peuvent juger que le résultat, que le produit. Ce qui permet aux gens d'avoir beaucoup plus de liberté. Et ce que dit l'auteur en fait ensuite, c'est quelques réflexions sur comment se lancer dans le télétravail dans son entreprise. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas se lancer des premiers travailleurs à distance seuls au début. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que ça échoue. Ou alors, si vous avez un seul télétravailleur au début, eh bien vous devez accepter que ça sera difficile et qu'il y a une phase initiale de quelques mois dans laquelle il faudra s'adapter avant d'avoir des résultats positifs. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont prendre une personne, qui vont le faire du télétravail pendant quelques mois, qui vont voir que ça marche pas et qui ensuite vont dire bon bah on a fait cette expérience, ça a été un échec. Non. C'est toute une organisation complètement différente et il faut beaucoup de temps et puis plusieurs personnes avant d'en tirer des conclusions intéressantes. Et aussi, un truc important qu'il dit, c'est que une erreur qu'on peut faire quand on fait la transition dans une boîte, c'est d'essayer de faire sentir les télétravailleurs inférieurs aux travailleurs locaux, comme si les gens qui travaillent à distance étaient moins importants, moins centraux dans l'entreprise que les autres. Ça aussi, c'est une recette de l'échec dans cette expérience. Un détail important que dit l'auteur par rapport au télétravail et à la distance, c'est qu'on peut être tenté, dès qu'on met de la distance dans notre travail, d'employer des gens dans le monde entier.
Mais ce qu'il dit, c'est qu'il vaut mieux avoir des gens relativement proches, alors relativement, c'est-à-dire par exemple des gens à New York et des gens à Los Angeles. En Europe, ce serait des gens à Paris et des gens à Moscou, peut-être, ou à Saint-Pétersbourg. Et avoir ça plutôt que des gens qui sont en Europe et en Asie, ou alors qui sont voilà, à Tokyo et en, en Argentine, à Buenos Aires. Donc éviter en fait les trop grandes distances et se limiter en fait à des décalages horaires de 4 heures environ pour ne pas trop avoir de problème avec le décalage horaire et la synchronicité. Il faut ne pas être trop pétalé dans le monde. Parce que sinon, effectivement, il y a une trop faible réactivité entre les différents travailleurs. Il ne faut pas tomber dans l'écueil dès qu'on est dans le télétravail, dès qu'on fait du travail à distance, de se dire qu'on peut avoir une équipe dans le monde entier directement. Donc voilà pour les questions un peu pratiques liées au télétravail. Ce que dit l'auteur, c'est que voilà, le télétravail est quelque chose de plus en plus commun, de plus en plus normalisé dans nos sociétés. C'est utilisé donc par la NASA, par le gouvernement américain, donc par Intel, IBM, et c'est quelque chose qui est le futur en fait, qui va être la norme. De plus en plus, les gens vont accepter de faire du télétravail, de travailler à distance, et ce sera de plus en plus le nouveau luxe pour les entreprises les plus prestigieuses pour accueillir les meilleurs employés en fait. Et c'est intéressant de s'y mettre dès maintenant. Un dernier truc que dit 37 Signals, donc qui aujourd'hui s'appelle Basecamp, hein, c'est que dans leur entreprise, leurs locaux servent uniquement à impressionner les clients potentiels ou les investisseurs, à impressionner les gens extérieurs. Et souvent c'est ça, hein, quand on a des locaux, surtout quand ils sont bien situés, quand ils sont beaux, etc. Souvent, on les fait pas seulement pour les travailleurs, on achète un lieu, on loue un lieu aussi pour impressionner des gens. Et dans le cas de 37 Signals, bah, c'est que ce qui est intéressant, c'est que leurs locaux ils servent uniquement à ça et c'est assumé en tant que tel. Ce qui permet en fait d'organiser les choses de manière beaucoup plus simple. Et de temps en temps, bah, il va y avoir des moments où les travailleurs vont être appelés pour se réunir dans l'entreprise, quelques fois par an. Et le fait que ce soit assumé que c'est une vanité, que c'est un moyen de donner une bonne impression à l'extérieur, eh bien ça permet de simplifier les choses. Donc voilà toutes les idées développées dans le bouquin. Je vous conseille de lire le livre si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, parce que je pense que ça peut bien faciliter le processus de recrutement, de se dire qu'on n'a pas forcément besoin de locaux directement. Et même si vous êtes freelance, si vous êtes en télétravail aujourd'hui, c'est intéressant, il y a quelques réflexions cool sur le comment faire pour être plus productif quand on travaille à distance. Donc il parle notamment de petits rituels qu'on peut avoir pour être plus productif. Donc par exemple s'habiller différemment quand on travaille, avoir un cadre un peu plus strict avec soi-même pour être plus pour séparer un peu plus la vie perso et la vie professionnelle, même quand on travaille de chez soi. Et quelques conseils comme ça, c'est un livre assez court hein, que vous pouvez lire rapidement. Et voilà, je vous conseille si le sujet vous intéresse. Bon, je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé.